Bonjour et bienvenue sur IPH TV. Aujourd'hui, dans l'émission À la rencontre d'eux, nous sommes allés à la rencontre d'un grand aventurier globetrotter. Il s'agit de Marc Richard. Marc, bonjour. Bonjour. Donc, merci de nous recevoir. Merci d'être venu. Nous sommes aujourd'hui à Domary-Baroncourt dans la Meuse, où vous nous accueillez chez votre sœur, où vous avez fait escale. Voilà, c'était un endroit incontournable, inévitable à venir rendre visite à la famille après un si long absence de la France. D'accord. Marc, vous avez entrepris un tour du monde impressionnant. Expliquez-nous ce qui vous a donné envie de le faire. Pour moi, c'est très important durant ma vie de découvrir le monde, non pas en s'asseyant sur un fauteuil et puis allumer la télévision. Pour moi, il est indispensable d'aller sur le terrain. Et puis le moyen de locomotion, le vélo, c'est parce que c'est à ma portée financièrement. Et puis ça a aussi un avantage qu'on est toujours très bien placé pour faire les photos. Et puis on est très abordable parce que moi, ce que je recherche, c'est surtout le contact avec les populations. Et donc, voilà, le vélo, voilà, globalement, c'est un petit peu ma motivation. Voilà, pour moi, c'est très important de réaliser ça. Et là, je suis pratiquement, la ligne d'arrivée approche, et donc c'est une très grande satisfaction personnelle, surtout de l'avoir réussi, quoi, parce que c'était très loin d'être facile. Donc vous êtes parti de chez vous, le Calvados, depuis le 26 avril 2015. Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Alors réellement 25 avril 2015, pardon, 29 avril 2015, parce que c'est le jour de mon anniversaire, donc je pars toujours traditionnellement en avril, et je pars toujours les nombres impairs. Donc ça c'est un petit peu de superstition, ça. Sinon, oui pardon, la question j'ai un peu... Vous êtes parti du Calvados. Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce temps-là? Ah oui, donc voilà, uniquement pour ce voyage-là, qui est en fait le 7e, donc le 29 avril 2015, le jour de mes 55 ans, je prends l'avion pour aller en Guyane française, à Cayenne, et alors, parce que le continent américain est le 5e continent qui manque à mon palmarès pour réaliser donc ce tour du monde, parce que pour moi le tour du monde, il est impératif d'aller sur les 5 continents. Et donc, pourquoi Cayenne, Guyane française? C'est parce que je veux, moi en principe, je ne traverse pas un continent, je fais le tour. Donc, je veux faire le tour de l'Amérique du Sud. Donc, en commençant par le nord, bon, ça m'a permis de descendre jusqu'au sud et remonter. Et puis après, je continue à monter par l'Amérique centrale, le Mexique, États-Unis, Canada, jusqu'à là où, le plus loin possible, c'est-à-dire à Terre-Neuve, à Saint John's. Et puis là, normalement, je devais prendre l'avion pour rentrer. Puis finalement, j'ai dit, tiens, je vais aller faire un tour sur les îles britanniques que j'ai jamais fait. Donc Irlande, Écosse, Angleterre. Après, le bateau Calais. Et puis j'ai dit, j'ai tout fait les pays d'Europe, sauf un pays qui est très difficile à faire, c'est le Luxembourg. C'est immense, c'est des grandes montagnes. Bon, bref, je plaisante. Je fais le Luxembourg, et puis bon, c'est maintenant, comme ma petite sœur habite ici, et donc ça a fait voilà, un but incontournable de venir ici à Domary-Baroncourt. Et durant ce périple, vous avez parcouru combien de kilomètres? Alors uniquement pour ce 7e voyage, je vais atteindre ces jours-ci 38 000 km. Donc c'est plus que le tour de la Terre qui fait 33 000. Et puis ces 38 000 ont une importance parce que comme c'est la 3e étape de ce tour du monde, j'ai fait 41 000 km au premier voyage, 31 plus 38, ça fait 110 000. Ça fait déjà, rien que pour ce tour du monde-là, ça va être plus de 100 000 et ça va être 110 000. Là. Je vais atteindre 110 000 km ces jours-ci. Et durant ce tour du monde, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Pour le continent américain, moi, au niveau des populations, j'étais quand même un peu déçu. Un peu déçu parce que par rapport au Kazakhstan ou aux républiques islamiques d'Iran ou même la Suède ou la Serbie ou même le tour de l'Afrique, c'était extraordinaire. Les populations du continent américain sont plus méfiants. C'est vrai qu'il y a pas mal de délinquance là-bas et donc on a difficilement accès chez eux. Ils sont dans la rue extérieure très sympa, mais on n'est pas invité chez eux. Et ça, c'était pour moi très difficile de ne pas voir comment ils sont aménagés, comment ils s'habillent chez eux, qu'est-ce qu'ils mangent. Voilà, vraiment un peu m'incruster de leur vie. Et ça, moi, je veux savoir. Et ça, j'ai pas eu accès. Alors, donc ça, c'est un grand dommage. Sinon,
Bon, bah forcément, la cordillère des Andes, voilà, quand vous montez à presque à 5000 mètres d'altitude, c'est-à-dire vous montez comme si vous montez le Mont Blanc en vélo, et puis, bon, bah puis ça dure très longtemps, la cordillère des Andes, les côtes, c'est pas des 5-10 km, c'est 30, 40, 50 km de montée, donc ça, c'était pour moi nouveau. Mais bon, j'adore la montée. Bon, puis il faut aussi pouvoir s'adapter au climat, enfin, il y a moins d'oxygène, donc physiquement, bon, bah, vous avez mal de tête, quoi, il faut vous acclimater, si des fois on ne s'acclimate pas. Et donc physiquement, c'était très, très costaud. En plus, c'était le voyage le plus froid des 3 voyages. La neige, le vent, enfin, il y a eu du froid, hein. Quand vous commencez à prendre la pelle, pour enlever la neige pour pouvoir mettre le vélo, bon, mais bon, il faut que ça passe. Ça. Et puis le moment, on va dire, que j'ai vraiment eu peur de ce voyage, c'est lorsque je quitte l'Amérique du Sud pour aller en Amérique centrale. C'est de la jungle, donc on est obligé de prendre soit avion, mais il y a très peu, et ce qu'ils appellent lancha en espagnol, donc c'est les petits bateaux à moteur. Et là, pendant 10 heures, donc j'ai pris 3 pirogues différentes avec des moteurs, et donc vous vous tapez les vagues pendant 10 heures, vous êtes éclaboussé par le sel de mer, alors donc c'est intenable, et puis en plus, on a conscience que si la chaloupe peut virer à n'importe quel moment parce que les vagues sont impressionnantes, ben, le voyage va s'arrêter là. Pas peur de noyer parce que j'ai déjà de sauvetage, je sais nager, puis la côte est pas loin. Mais c'est si la chaloupe, la petite embarcation sauvage là, se renverse, vous perdez tout immédiatement. Le vélo, les bagages, tout s'arrête là. Et donc là j'ai eu peur. Pendant 10 heures, c'est une peur qui dure 10 heures quand même. Mais j'ai vraiment eu peur de perdre tout d'un seul coup, quoi. Donc justement, ma question suivante était par rapport au moment de peur, de galère, ou au contraire, les belles rencontres que vous avez faites. Parmi ces peurs-là, est-ce que vous en avez eu d'autres? Est-ce que vous avez eu d'autres moments de galère? Euh, Heureusement, oui. C'est ça qui met un petit peu le piquant de cette aventure, quoi. Malheureusement, oui, oui, il se passe des choses inattendues et qui font peur. Je pense que la peur, où là vraiment j'ai eu peur, c'est lorsque, au cours du 4e voyage qui a eu lieu en 1990 en Irak. Donc déjà, il n'était pas prévu que j'aille en Irak, donc déjà je voyage dans ce pays sans carte. Bon, bah, c'est très désertique. Et puis si votre mémoire est bonne, 90, j'arrive au moment que Saddam Hussein a planifié d'envahir le Koweït et puis par la suite balancer des Scuds sur l'Israël. Et puis moi j'arrive avec ma petite bicyclette entre Bagdad et puis Amman, sans carte, c'est du désert. Et donc je dis mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est bizarre, ça ne l'arrange pas. On prépare quelque chose et puis lui il est là, est-ce qu'il serait au courant, est-ce qu'il vient pour espionner? Alors donc automatiquement tous les jours j'étais embarqué par les forces de Saddam Hussein, embarqué de force pour interrogatoire, fouille du vélo. Donc c'était tous les jours comme ça, donc ça devenait invivable. Et puis par la suite, bon bah ça continue, je me retrouve à travers le désert. Et donc pour demander ma route, je vais m'adresser à une tente de bédouins. Puis là il y a un malentendu, ils ont pensé peut-être que je voulais passer là en Jordanie irrégulièrement, et donc là ça tout s'enchaîne, je veux me sauver, ils sortent un pistolet, ils m'emprisonnent, ils m'embarquent, tout mon vélo, tout mon équipement reste à leur tente. Et puis donc, ils me mettent dans un pick-up, ils partent avec la voiture, le gars conduit, il a le pistolet qui est là, l'autre, il y a un personnage âgé, un bédouin me tient les mains, à l'autre tente, le personnage âgé descend, c'est un autre beaucoup plus costaud qui me... Et puis donc on roule à travers le désert, je dis oh là ils m'éloignent de leur camp, ils vont mettre une balle dans la tête, on va mettre le petit aventurier Marc Richard sous un tas de sable, et puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le vélo. Et là j'ai dit qu'est-ce que je fais? Je dis bon, j'attends pour l'instant, mais j'ai eu envie de provoquer un accident pour pouvoir sortir de ce véhicule. Déjà, j'aime pas qu'on me tienne, il fait chaud, et puis tout mon bien et mon passeport, tout était resté au vélo. Et là, j'ai vraiment cru que j'allais me faire abattre. Et réellement, à nouveau, ils me conduisent aux forces de Saddam Hussein. Et là, quelque part, j'étais soulagé. Je dis, ils me ramènent à nouveau. Bon, je sais que ça va être encore à nouveau, sûrement interrogatoire, fouille du vélo, tout ce qui s'ensuit. Mais je dis là, je pense qu'ils vont pas. Je dis, peut-être pas, maintenant je vais t'exécuter. Là, vraiment, j'ai eu peur. Et pour ce qui est des belles rencontres? Belle rencontre. Ah bah ça, il y en a énormément. Euh, c'est presque indescriptible. Si la chose est plus folle, parce qu'on sera voilà le défi que je vais faire ce week-end qui s'appelle Teresa Szymanski. Teresa Szymanski, donc cette rencontre est presque un peu folle. Cette fille, c'est une aventurière allemande
qui a le même projet que moi depuis des années. On veut aller en Australie. Et on se rencontre sur une île loin de tout, c'est l'île indonésienne du Timor. Et puis donc là, le destin veut qu'on se voit régulièrement. Enfin, c'est une très longue histoire en fait, hein. Et puis donc cette fille, parce que auparavant, elle a voyagé avec un Français en vélo une semaine en Hollande, parce que sa mère est hollandaise, mais elle, bon, elle est d'origine allemande. Elle se prend l'idée, dit bah, tiens, il est français, il a un vélo. Il a l'expérience il a traversé les déserts de toute la planète. Le bush australien, c'est pour moi une jeune fille de 26 ans, je ne peux pas le faire seule. Et donc elle est opportuniste, elle dit non, je veux acheter mon vélo et voyager avec lui. Et moi je refuse catégoriquement. Alors cette fille-là dit mais tout le monde lui dit oui à Teresa Szymanski et moi le petit con français non. Et donc pour elle, elle m'a pas lâché et elle a réussi à obtenir ce qu'elle voulait. Donc puis le destin s'est mis là aussi. Donc on se retrouve par hasard à Darwin, à la ville nord de l'Australie. Puis là aussitôt elle revient à la charge. Je veux acheter mon propre vélo et je veux voyager avec toi. J'accepte et donc on parcourra ensemble 1635 km à travers le bush australien. Et donc c'était une rencontre improbable. Jamais quelqu'un qui voyage sac à dos, loin de chez elle, en plus une jeune fille, qui veut acheter un vélo pour voyager avec moi. Et donc ça m'a donné l'idée, lorsque je suis rentré en France, de créer cette animation qui porte son nom, la Teresa Szymanski. Et l'idée est, parce que cette personne, loin de chez elle, est capable d'acheter un vélo pour parcourir 1635 km avec moi. Alors donc là, samedi, dimanche, je vais faire la Teresa Szymanski, la version numéro 7. Qu'est-ce qui va empêcher les Lorrains ou toute personne de prendre leur bicyclette et de venir rouler avec moi tranquillement, puisque elle l'a fait. Donc c'est ça l'idée de la Teresa Szymanski. Donc c'était peut-être la raconte la plus folle, puisque ça a lancé une autre passion, une autre aventure. Pour moi, voilà, je suis pas encore rentré en Normandie, j'ai pas encore passé la ligne d'arrivée. Il y a longtemps que je suis parti, parce que j'approche bientôt les 500 jours. Ça fait l'équivalent de 16 mois. Et non, là, je suis là en Lorraine, et puis je veux faire bon, c'est pour célébrer la réussite de mon tour du monde. Donc faire ce Teresa Szymanski, donc ce week-end à Dombasle-Barencourt et puis Bouligny. Et puis aussi en même temps, puisqu'il y a 2 ans, cette challenge a été pour le 70e anniversaire du débarquement, pour on va dire un hommage pour les soldats qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Donc là, ici, bon, Verdun n'est pas loin, il y a le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Donc moi, bon, je ferai une minute de silence pour ça, et je ferai aussi une minute de silence parce que pendant mon absence, il y a eu trop d'attentats atroces en France, mais pas qu'en France. Là, ça vient d'avoir eu lieu encore ces jours-ci en Turquie, et ça n'arrête pas. Donc moi, je veux aussi donc faire une minute supplémentaire pour tous ces attentats qui sont perpétrés dans le monde, qui tout simplement tuent mes amis, à la limite, parce que moi j'ai plein d'amis partout dans le monde et moi je ne peux pas supporter qu'on tue mes amis qui sont des innocents, des gens merveilleux. Donc pour moi, donc, cette animation célébrer, donc la Teresa Szymanski numéro 7, célébrer la réussite de mon tour du monde, mais il y aura une minute pour les victimes de la Première Guerre mondiale et une minute pour les attentats. Donc il y aura 2 minutes de silence, faites le samedi 27 à 8h et aussi le dimanche 28 aussi à 8h à la mairie de Dombasle. Pour moi, c'est... Expliquez-nous un petit peu votre maillot. Parce que je sais que vous partagez un petit peu votre route avec ce maillot. Expliquez-nous en fait ce qu'il représente. Alors ce maillot, donc moi déjà, on me verra toujours avec des drapeaux. Donc j'aime beaucoup les drapeaux parce que ça représente les pays étrangers, c'est riche en couleurs. Donc là, on a le drapeau de Basse-Normandie, qui est beaucoup plus joli que le drapeau français. Mais bon, ça représente quelque part la France, mais donc ça représente la Basse-Normandie, donc d'où je suis natif. Oui. Donc ça. Et puis donc il y a aussi Lucha. Donc ça, je vous présente donc ma fille aînée qui a maintenant 20 ans et demi, donc Lucha. Et puis mon fils qui vient de prendre 18 ans, Marinko. Alors, dis mes mains, ces pays, moi qui ai parcouru un peu partout le monde, d'où sont originaires ces pays-là d'où sont originaires ces 2 prénoms. Donc la réponse est dans le prénom de mon fils Marinko, parce que son 2e prénom est Hugues, et le 3e prénom, Oslav. Alors si vous faites la liaison, ça fait Marinko Yougoslave. Donc voilà, là il y a la réponse. Donc ces 2 prénoms sont originaires de la Yougoslavie, où à l'époque j'avais des amis partout.
D'ailleurs, j'ai appris la langue, je parle très bien le serbe aussi. Et donc, comme je savais que après la guerre qui a eu lieu dans les années 80-90, qu'il y aurait, ce pays disparaîtrait, je me suis dit, mon fils est né c'était en 1998, donc juste un petit peu avant la fin du conflit qu'il y avait au Kosovo. Je dis, bon, voilà, la Yougoslavie est appelée à disparaître. Bah, je dis, comme ça, il restera toujours au moins sur la planète un Yougoslave, donc ce sera mon fils. Donc, mon fils n'est pas le dernier des Mohicans, mais il est le dernier des Yougoslaves. Donc, c'est Marinko Yougoslav. Voilà un peu l'histoire de ce maillot, un peu. Donc là, après votre parcours, vous avez l'intention de faire le tour de France. C'est bien ça? Ouais, bah ça c'est pareil, c'était pas prévu à la base, mais comme je vais un peu partout que le vent me pousse. Alors, il faut savoir aussi, ce qui s'est passé, c'est que les 6 autres voyages que j'ai fait à travers le monde, le départ a toujours eu lieu de Caen ou du Calvados. Donc j'ai commencé à pédaler en France. Que ce 7e voyage-là est particulier. Le vélo était dans un carton, aéroport, et donc emmené en Guyane française. Donc j'ai vraiment commencé à pédaler à l'étranger. Donc ça m'a fait un peu drôle de ne pas pouvoir faire un départ comme ça, de pédaler depuis chez moi. Donc là, j'ai dit, maintenant que je suis revenu en France, tout va très vite en fait. Et je dis, oh non, là, je veux prendre mon temps, je veux savourer. Bon, là, je sais que la mauvaise saison approche. Et non, non, oui, effectivement, je vais faire un Tour de France. C'était pas prévu, mais là, en fait, c'est pareil, c'est une longue histoire encore. Il y a toujours des. Il n'était pas prévu que j'aille à Pau, et donc là, on est carrément à l'opposé. C'est mon prochain défi en fait. C'est un jeu. On m'a demandé quel était mon prochain défi. Ben, j'ai dit mon prochain défi, ce sera d'aller te rendre visite. C'est une personne, mais donc cette personne habite Pau, donc j'irai à Pau. Alors la particularité de cette personne, c'est que je ne l'ai jamais vue, je la connais pas. Donc ça, c'est intéressant, c'est l'aventure. Voilà. Ah, donc cette personne, je vais lui dire un petit coucou, un petit bonjour. Bonjour à Rachel de Pau. Et donc à bientôt dans ta région. Et est-ce que vous avez envie d'un 8e tour du monde? Toujours. Quand je reviens, puisque bon, je perds beaucoup de poids et puis ça dure très longtemps. À chaque fois, je dis bon, c'est bon, là, j'ai eu ma dose. Et puis après, quelques temps, au début, ça va aller. Et puis après, l'hiver va passer, les beaux jours reviennent. Et puis à un moment, ça va me manquer. Et il est possible. Là, dans les médias, d'autant que déjà que je termine celui-là, je sais pas encore, je suis en cours. Et je ne sais pas réellement quand je vais rentrer, mais je vais vouloir me poser, mais je sais que ça ne va pas durer longtemps. Parce que ça m'a fait encore le coup lorsque je suis rentré du 6e voyage. Vous savez, c'est ça qui est un peu particulier, c'est que quand je mets les sacoches sur mon vélo et je commence à pédaler, le voyage commence immédiatement. Mais quand vous rentrez, vous enlevez les sacoches et vous mettez le vélo au garage, ça s'arrête tout d'un coup. Et là, donc, au 6e voyage, je me retrouve dans un petit appartement meublé que je loue comme un étudiant, quoi. Puis moi qui est habitué à vivre dans une petite tente qui fait 2 mètres carrés, je dis d'un seul coup 14 mètres carrés, mais c'est immense, qu'est-ce que je vais faire là? Ah, puis je sais que ce soir je vais dormir là, puis demain ça va être. Et puis là c'est le choc. Et là il va falloir au moins une semaine un peu de cafard, un petit peu voilà, d'un seul coup je change de vie, quoi. Et ça c'est difficile. Ça va encore être difficile. Je sens que ça va encore être difficile là, quand je vais rentrer en Normandie. Je vous remercie, Marc. C'était Sandy Bartoulot pour IPH TV. Merci.